Entrepreneur dans l'âme, elle a préféré refuser un CDI, son master fraîchement obtenu, pour partir à la découverte de l'Europe. Perrine nous raconte dans cet épisode sa vie de nomade, de la préparation au difficile retour au quotidien et la façon dont ce voyage a transformé sa trajectoire professionnelle. On aborde ensemble les débuts d'une activité lancée sans capital, le repositionnement après une période de perte de sens, la structuration progressive de son activité et de son lien très fort avec la Bretagne, territoire où elle a finalement décidé de poser ses valises et ses idées. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti. Comment ça va aujourd'hui, Perrine ? Ça va super. Je préfère quand il fait beau, mais je ne sais pas. Non, c'est ça, surtout en Bretagne. Non. Alors dis-moi, Perrine, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis photographe vidéaste pour les professionnels et à côté de ça, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Là, dans l'interview, tu vas nous partager un peu tes débuts d'entrepreneur et comment aujourd'hui tu gères ton entreprise et ta notoriété. Parce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu as un compte Instagram avec près de 72 000 abonnés. C'est énorme. Et ça a forcément des conséquences sur l'organisation de ton entreprise ou ce que tu avais envisagé ou peu importe. Donc, on en parlera au fur et à mesure de l'interview. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter quels sont tes liens ou quels ont été tes liens avec l'entrepreneuriat de façon générale ? Est-ce que quand tu étais petite, tu avais quelqu'un dans ton entourage qui entreprenait déjà et tu avais déjà perçu que c'était le bon plan ? Ou pas du tout, c'est vraiment un choix qui s'est fait à un moment donné de ta propre décision, de tes propres conclusions ? Alors, c'est vrai que moi, dans mon entourage, je n'ai personne qui n'entreprend. Mes parents, même ma tante. J'ai vraiment dans mon cercle proche, je n'ai personne qui entreprend. En fait, pour moi, c'était tout simplement une suite logique par rapport à mes études. J'ai fait en fait un cursus commerce, du BTS jusqu'au master. Et ce cursus commerce-là, en master, en fait, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat. Et donc, pour moi, c'était voilà, quelque chose qui me plaisait beaucoup. Les projets d'innovation, c'est quelque chose qui m'éclatait. J'ai du coup fait pendant mon master un projet entrepreneurial qui s'appelait Chanvrement Bon. C'était des biscuits sans gluten, puisqu'à l'époque, j'étais allergique au gluten, à base de... Enfin, il n'y avait pas tous les allergènes. C'était un biscuit 100% sans allergènes et qui était à base de CBD, en fait, pour remplir un besoin nutritionnel et enlever tous les manques qu'on peut trouver dans les biscuits sans allergènes. Donc, le CBD venait compléter tous ces besoins-là. Et donc, c'est un projet que j'ai mené sur le master qui m'a beaucoup appris. Oui, je me suis éclatée dans ce projet-là et j'ai pas donné suite derrière ça parce que, voilà, j'avais pas les fonds. Il fallait que je passe un CAP pâtisserie pour vraiment monter le truc. Mais étant allergique au gluten, c'était compliqué d'aller faire des croissants et des pains au chocolat, c'était bien. Donc, j'ai abandonné l'idée et je suis partie sur un tout autre projet. Je suis partie, après la fin de mes études, faire un tour d'Europe pendant 1 an. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi j'entreprendrais pas? Ben ouais. C'est une bonne approche. Le pourquoi pas moi, ça vient pas forcément naturellement, je pense. Mais ça a dû être le fruit d'une longue réflexion. Ouais. Parce que tu disais que t'es partie, enfin voilà, est-ce que t'as touché un peu au salariat ou pas du tout ? Oui, pendant mes études, j'étais en alternance. Donc, j'étais dans un poste de salariat, ni plus ni moins comme tout le monde, avec un 9h à 19h, comme tout le monde. Oui. Et en fait, à la fin, ils m'ont proposé de signer un CDI, mais que j'ai préféré pas accepter pour voler de mes propres ailes. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais déjà, quand j'avais commencé mes études, je m'étais toujours mis dans un coin de la tête que à la fin de mon master, je partirais en voyage. Je savais pas où, ni quoi, ni avec qui. Mais voilà, c'était le parcours qui était tracé dans ma tête. Quelle était ta vision du chef d'entreprise quand tu étais en alternance ? Très autoritaire, très strict, qui prend pas de temps pour lui, qui a jamais le temps de rien. Et c'est vraiment une vision que je retrouvais où beaucoup de personnes se plaignaient, j'ai pas le temps, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, on se voit pas. Je dis pas que je suis mieux aujourd'hui, mais
Mais voilà, c'était quelque chose que je retrouvais beaucoup sur les chefs d'entreprise. Même ma maman avait son magasin, elle était responsable de magasin et elle était elle-même dans ce cas-là. Alors, c'était pas sa boîte, mais à petite échelle où elle gérait son magasin, bah, elle n'avait pas le temps, elle devait répondre à des horaires, à un timing, à une pression, à des objectifs, tout ça qui sont fixés un peu au-dessus, quoi. Ouais, fixé par les autres. C'est ça. Aujourd'hui, tu es à ton compte. Et tu t'es présentée comme étant vidéaste et photographe et créatrice de contenu. Quel était ton rapport à l'image? Parce que comment c'est venu la vidéo et la photo à toi pour que tu choisisses d'en faire ton métier? Alors, c'est venu, depuis toute petite, j'ai mon parrain, en fait, a fait beaucoup de photos et il avait des appareils photo argentiques et donc pendant, plusieurs années, j'ai touché beaucoup à l'argentique. J'ai acheté, mon premier appareil photo argentique, toute seule avec une très bonne amie, qui s'appelait on a un peu moins en contact maintenant, mais qui s'appelle Emma et Emma, on faisait beaucoup de sorties photos. On allait se balader à Rennes avec nos argentiques, on faisait énormément de photos. On s'éclatait vraiment là-dedans et en fait, moi, j'ai adoré et c'est juste que, en termes de facilité, c'était plus simple pour moi de partir ensuite sur du numérique pour pouvoir développer développer mes photos, plus simplement en mettant sur mon téléphone, quoi. Donc, mais j'ai toujours eu un rapport à la photo qui m'a toujours plu. J'ai toujours eu un œil assez intéressant sur la manière de voir les choses et je pense que c'est aussi intéressant et c'est pour ça que, j'adore discuter avec d'autres photographes parce qu'on peut avoir le même sujet en face de nous, mais pas du tout la même photo. J'ai toujours été quelqu'un de très créative et c'était un moyen d'expression. OK. On a Julie Kirtz qui est passée sur le podcast. Justement, on en avait discuté de la photo et c'est vrai qu'elle disait quand on choisit la photo, quand je lui avais posé la question, mais il y a beaucoup de photographes, est-ce qu'il n'y a pas de concurrence? La réponse est mais chacun, en gros ce que tu viens de dire, un regard et un œil différents, qui fait que ça va attirer telle ou telle personne et pas les autres. Donc en fait, Complètement. c'est zéro concurrence. Non. En fait, une personne peut commencer, on peut prendre dans la photo, de toute façon, je vais prendre une photo de toi. Déjà, je vais avoir un œil différent et je vais ensuite avoir une retouche différente. Donc, en fait, tout le processus est complètement à part de tout le monde. On peut pas tous avoir la même photo, on n'a pas le même style, on n'a pas le même regard. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant au final. Ouais, je te comprends. Super intéressant. Finalement, tu as décidé d'en faire ton métier. Ouais. De partir dans l'entrepreneuriat avec la photo et la vidéo. Sachant que photo et vidéo, c'est pas le même, enfin, je veux dire, c'est pas le même univers, c'est pas le même boulot. C'est tout l'inverse. Voilà. Et la vidéo, c'est venu parce que t'aimes retravailler les choses ou comment c'est venu se greffer à ton envie de photo? Et j'aime la complexité. D'accord. Et c'est vrai que la photo, au bout d'un moment, c'est trop ça. Donc, en fait, j'ai voulu un peu monter en compétences et rajouter la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, j'ai tellement de choses encore à apprendre et c'est ce qui m'anime, en fait. En fait, je me lasse très vite des choses. Si j'ai pas quelque chose qui me maintient, entre guillemets, éveillée, où j'ai besoin de creuser, où je vois que les autres, ils font mieux, j'ai besoin de savoir comment. En fait, j'ai besoin de ça, en fait. Tous les jours, ça m'anime et la vidéo a été challengeante pour moi. Et tu as décidé aussi bien l'un que l'autre, la photo et la vidéo, tu as décidé de te former ou tu as appris en autodidacte? La photo, j'ai appris totalement en autodidacte. Alors après, quelques petites choses plus complexes où là, je me suis formée notamment avec d'autres photographes. Sinon, la vidéo, là, je me suis plus formée. J'ai plus appris quand même de grosses bases, mais avec voilà des photographes, des vidéastes à côté, sur un échange, une manière de travailler qui était complètement différente. Voilà, je voulais aussi me nourrir des autres, de leurs compétences. Et je trouve que ça porte énormément. Et aujourd'hui, j'ai encore plaisir de le faire avec aussi d'autres photographes pour leur lancement aussi. Cool. Super. Le partage. Le partage d'expériences, d'outils, faire gagner du temps, aider les autres, vraiment, la connexion aussi, c'est super important. Et tu disais que, donc toujours dans ta présentation, tu es aussi créatrice de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée du contenu pour mettre en avant, mettre en lumière des lieux, des marques, des personnes, des environnements. En fait, j'ai une notoriété qui permet de faire de la publicité. Complètement. Sans passer par la traditionnelle Google Ads, en fait.
Et voilà. On est sur de la publicité plus organique qui va toucher une cible et qui va permettre de mettre en lumière des lieux, tout simplement. Ok. Via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Toujours avec de la photo et de la vidéo en pro. Ok. On en avait échangé un petit peu avant et on va partir sur le switch qui est venu entre autres en lien avec ton voyage. Au moment où tu as décidé de partir après tes études. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es venu à décider d'utiliser la photo, la vidéo pour en faire ton activité, alors que c'était peut-être pas ce que tu avais en tête au moment où tu décides de partir en voyage après tes études? Ouais. C'est vrai que quand je suis partie faire mes études, alors je savais au fond de moi que je voulais pas retourner dans le salariat, mais de là à se dire qu'on n'y retourne pas et pouvoir en vivre, il y a quand même un gros step. Donc c'est vrai que je suis rentrée, je suis partie en voyage, j'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et au début de mon voyage, je ne savais pas quoi faire avec mon appareil photo parce qu'il était tellement lourd, tellement encombrant que je ne le prenais pas. Et j'ai plein de pays que j'ai pas en photo alors que punaise, c'était quand même magnifique, mais j'ai immortalisé avec mes yeux, mais pas avec mon appareil photo. C'est parfois pas plus mal aussi. Et donc après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos. J'ai le gros avantage qui peut parfois être un désavantage de pas réussir à faire des photos dans les lieux où je me sens pas bien. Donc, par exemple, en ville, je n'arrive pas à faire de photos. Je suis la plus malheureuse quand on me demande de faire des photos en ville. Par contre, dans la nature, en pleine forêt ou au bord de la mer, je suis très, très productive. Il y a aucun problème là-dessus. Très inspirée, voilà. Donc c'est vrai que, quand je suis rentrée de mon tour d'Europe, j'ai des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Je suis partie en voyage avec à peu près 5 000 abonnés, comme une personne normale, on va dire, enfin, ni plus ni moins. Et quand je suis rentrée de voyage, j'avais 11 000 abonnés. Et donc là, j'avais déjà des personnes qui me suivaient, qui avaient beaucoup aimé mes photos et mon regard que j'avais posé sur mon voyage et qui m'ont tout simplement demandé si c'était possible qu'on bosse ensemble. Et donc ces clients-là m'ont apporté derrière d'autres clients et après ça fait un effet boule de neige. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un peu peur de me lancer en tant que photographe vidéaste parce que j'avais des personnes dans mon entourage qui n'en vivaient pas. Et je me suis dit, mais si moi je me lance, pourquoi je réussirais mieux que cette personne-là? Enfin, j'avais aucune légitimité en plus à mieux gagner ma vie qu'une autre personne. Donc, pour moi, c'était aussi un peu dur de franchir ce pas parce que je me suis dit, moi, je veux qu'il y ait de la place pour tout le monde, je vais faire de la concurrence à personne. Et en même temps, voilà, j'avais des demandes, j'avais une attente. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Et j'ai foncé. Tu t'es écoutée. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as été tenté un petit peu par la comparaison en disant mais eux ils y réussissent pas, est-ce que moi je vais y arriver? Ouais. Mais en même temps exactement comme le regard dont tu parlais tout à l'heure sur la vidéo et sur la photo, là en l'occurrence pour les entrepreneurs c'est surtout une question de mindset, de passage à l'action et parfois aussi de rencontres, de saisir des occasions et ça en fait c'est complètement indépendant les uns des autres. Moi, je suivais par rapport au mindset une coach canadienne qui disait mais moi, si jamais tu viens en formation avec moi, je peux pas te promettre tel résultat. Je sais pas comment t'es musclé entre tes deux oreilles. Mais en gros, voilà, c'est ça. Et si effectivement, tu t'écoutes pas, si tu passes beaucoup de temps à te comparer, c'est bloquant. Et là, pour le coup, toi, tu t'es dit go. Oui. Et c'est comme ça que tes premiers clients sont arrivés. C'est ça. Super. Et ensuite, le bouche à oreille. Voilà. Donc, prospection chez toi, ça, c'est quelque chose que tu connais ou pas? Pas réellement. Quelle chance. Oui, un petit peu au début. Voilà, faut pas non plus se leurrer. Au début, j'ai eu besoin un petit peu, surtout pour m'amener sur les projets qui m'animaient. J'ai surtout utilisé la prospection comme telle parce que je pouvais avoir tout et n'importe quoi comme projet, mais j'avais un but bien précis avec un type de client bien précis que je cherchais. Est-ce que c'était lié à des valeurs que toi, sur lesquelles t'étais intransigeante sur certaines valeurs liées à des entreprises ou à des activités ou t'étais ouverte à beaucoup de choses? J'étais ouverte à beaucoup de choses, mais je sais que je suis plus à l'aise en termes de photos à faire de l'architecture. Donc l'architecture était quelque chose qui m'animait. Et en fait, je me suis dit, mais go, quoi. Il y a un truc à faire. Et j'ai surtout cherché des projets qui, moi, me nourrissaient. Donc,
pas faire tout et n'importe quoi. C'est ça aussi qui est compliqué quand on est entrepreneur. Je discute avec beaucoup d'entrepreneurs tous les jours et c'est les premiers à me dire, bah oui, mais bon, je peux pas me permettre de refuser ça. Ouais. Bah, peut-être, mais si tu refuses ça, peut-être ça t'amènerait sur quelque chose de meilleur. C'est ça. Donc, faut connaître là où on veut aller. Faut savoir quel est son pourquoi. Oui. Et ne pas l'oublier, en fait. Pas se disperser en se disant parce que ça c'est quelque chose que tous les entrepreneurs connaissent. Pas forcément d'avoir de prédictions sur le chiffre d'affaires, etc. Et c'est certainement pour ça aussi qu'un certain nombre disent ah bah non, je peux pas me permettre de refuser. Non bah parce qu'il y a une pression financière, non bah faut que je mange quand même. Oui. Mais pour autant, effectivement, dire non à quelque chose, c'est laisser la porte ouverte à autre chose. Et c'est accepter de pas être dans la maîtrise totale de tout le temps et de laisser la place où ça revient à ce qu'on disait aussi, savoir saisir les opportunités et s'engager dedans. Mais ça veut dire lâcher prise. C'est ça. C'est dur. Complètement. Et en entrepreneuriat, je l'ai compris très vite que tu attires ce que tu fais, en fait. Enfin, tout ce que tu mets en place va t'attirer des projets qui sont faits pour toi. Donc, faut aussi avoir un espace de libre recours en mode bah ouais, je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça va arriver. Tu vas attirer tout ça. Mais il faut pouvoir s'en rendre compte et il faut pouvoir se laisser aller aussi. Quand tu étais en voyage et que tu prenais les photos et que tu les partageais sur les réseaux, ton intention, c'était quoi à ce moment-là? De partager ce que je vivais. De montrer. Juste parce que c'était beau, tu dis, Ouais. moi, il y a que moi qui le vois, je le partage. Oui. Je fais voyager les autres avec moi. Mon but était vraiment de faire voyager les autres avec moi parce que sur mes photos, pendant 1 an, sur mon tour d'Europe, on a dû me voir en photo 2 fois. Donc, parce que c'était moi qui étais derrière l'appareil tout le temps. Oui. Donc, en fait, on me voyait pas. Et c'était vraiment pour partager le paysage. C'était vraiment incroyable. Il y a des pays qui m'ont vraiment marqué. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le pays qui remplacera la Norvège, tu vois, par exemple. D'accord. Donc, c'est vraiment des pays qui m'ont marqué et je voulais faire voyager les personnes qui ne pouvaient pas forcément se rendre dans ces pays-là ou qui même n'avaient même pas imaginé que ces pays-là, c'était pas très loin de la maison et puis finalement, c'est cool d'y aller, quoi. Bien sûr. Donc, c'était vraiment ça mon intention. T'es partie en voyage, t'avais pas signé de CDI, 0 revenu. Comment tu l'avais anticipé ton voyage? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de nanas qui rêvent de faire la même chose, de devenir nomade digital. À un moment donné, comment t'as anticipé, comment t'as prévu? Parce que c'était déjà quelque chose, tu disais que t'avais en tête et que tu savais que ça allait arriver, tu voulais vraiment le faire. Comment tu l'as organisé, ton voyage? Tu savais à l'avance combien de temps t'allais partir? Où t'allais partir? T'as tout planifié, les chiffres, tout? C'était carré? Alors en fait, le projet, il a commencé un peu bizarrement. C'est-à-dire que donc ce voyage-là, je l'ai fait avec mon ex-petite amie. On est allé acheter un camion à Caen en février. On était tous les deux. Nicolas était lui en CDI et moi j'étais en contrat d'alternance, donc j'avais un terme à la fin de mon contrat. Et on est allé acheter notre premier van à Caen qui s'appelait Maurice. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on l'a gardé dans le garage pendant plusieurs mois parce que en étant au travail à côté, on n'avait pas le temps de s'en occuper le week-end, même on voulait se reposer. Donc on l'a laissé complètement de côté et au mois d'août, on a aidé un copain à déménager. Donc on a fait pas mal d'allers-retours entre Leroy Merlin, chez lui, son nouvel appart, etc. Et en fait, à la fin de la journée, le camion a pris feu. Ah! Et Maurice. Maurice, elle disparaît sur du Maurice. Donc là, c'est crise de panique parce que clairement, c'est ta future maison en fait complètement. Ouais. Donc t'as mis quand même 10 000 € dans ton van. Ouais. T'as tout l'aménagement qui t'attend derrière. Ça coûte. Ça coûte. Aujourd'hui, encore plus que enfin peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui encore plus qu'avant. C'est ça. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce camion est aujourd'hui encore au tribunal pour vice caché. On arrive à la fin, 5 ans après, tu vois. On arrive facilement à la fin. Mais le truc, ça faisait quand même 10 000 € au moins dans le budget. Et on avait tous les deux bien anticipé cette partie-là où on avait mis de l'argent de côté. On s'était budgétisé un budget mensuel de 500 € chacun par mois pour pouvoir vivre, ce qui a été largement atteignable sur 1 an. J'en reparlerai un peu plus après. Mais on avait anticipé tout ça, sauf qu'on a dû racheter un camion. Donc le rachat du camion nous a mis en difficulté. Donc on a quand même réussi à avoir ce budget de 500 € chacun tous les mois, mais on s'est quand même fait beaucoup moins plaisir
c'est comme ça, c'est le jeu. Oui. Mais on a réussi à faire notre voyage. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été le plus beau. C'est que, au moins, alors c'est sûr qu'on n'a pas pu faire la balade avec les orques, on n'a pas pu faire la nage avec les tortues dans le Péloponnèse en Grèce, on n'a pas pu faire plein de choses qui, ok, tu voyages qu'une fois, tu vis qu'une fois. Mais aujourd'hui, on avait quand même des contraintes que si on dépensait plus, fallait bien rentrer. Et puis, le temps qu'on rentre, qu'on retrouve un boulot, que tout ça se réinstalle, on avait quand même rien qui nous sécurisait. Donc, c'était le meilleur moyen de de se planter si on mettait pas de côté, quoi. Donc aujourd'hui, je suis partie moi avec à peu près 17 000 euros de côté et j'ai pu faire mon voyage pendant 1 an. Super. Jusqu'à temps que je rentre à sec. À sec, mais avec potentiellement des futurs clients. C'est ça. En fait, je suis pas rentrée. prévu, ça. Non, c'était pas prévu. Je suis rentrée à sec, mais voilà, je savais que j'avais de l'argent qui rentrait dans les mois qui arrivaient. Donc, mais c'est aussi le meilleur moyen pour se lancer, puisque quelque part, euh, tu es jamais autant motivé que quand t'as pas d'argent en soi. Enfin, Oui. quelqu'un qui lance son activité, qui a le chômage, en fait, elle a ce petit tas de sécurité qui permet de se lancer. Donc, on en bénéficie, c'est tranquille, Oui. on lance son activité, pas trop de prospection, ça le fait, en fait. Mais en fait, dès qu'on a plus ce tas de sécurité-là, c'est un peu la panique à bord. Alors que si on a déjà anticipé ça et qu'on sait que, ok, c'est peut-être une sécurité pour un temps, mais il faut déjà que je gagne ma vie là maintenant et limite à zapper le chômage et garder pour plus tard. Mais voilà, au moins, moi, je sais que tu travailles jamais autant que quand t'as vraiment plus d'argent. Donc, Oui. c'est quand même intéressant, je trouve. De se trouver, d'être au pied du mur parce que, et je l'ai vécu, hein. Quand j'ai quitté, moi je suis dans la fonction publique, quand je suis partie avec ma rupture conventionnelle, j'avais 2 ans de chômage derrière. Bon, je dis j'ai le temps. Et en fait, si j'avais pas eu 2 ans, si j'avais eu 3 mois ou 2 semaines, ça aurait pas été la même. Non. On se dit, en fait, on utilise tout le temps dont on dispose pour lancer un projet. Si t'as 3 semaines, ça va aller plus vite. T'as 2 ans. Bon, et puis t'es pas sûr qu'à la fin, ça soit, plus t'as du temps, t'es pas sûr d'arriver à l'objectif. Non. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc, tu reviens, tu vois ton compte qui explose parce qu'il y a des personnes qui te suivent, qui ont adoré tes photos, les réseaux sociaux, t'as dû les apprivoiser. Ouais. Pareil, tu t'es formé ou t'as fait en autodidacte? Autodidacte. Et ça a été quelque chose que t'as souhaité par la suite garder, le développement via les réseaux sociaux par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, lié à la mise en lumière de certaines marques, activités, etc. Alors, au début, c'était pas réellement comme ça. Parce que quand je suis rentrée de mon tour d'Europe, j'avais 11 000 abonnés. Avec 11 000 abonnés, aujourd'hui, tu fais pas grand chose. Parce que c'est quand même un nombre qui est relativement facile, entre grosses guillemets. Alors, je dis ça parce que j'ai même pas 200 abonnés sur le côté. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, avec 11 000 abonnés, tu fais pas grand chose. Donc, moi, c'est quelque chose qui, au début, m'angoissait d'avoir des abonnés. Puisque plus jeune, j'ai été harcelée pendant de nombreuses années, de par l'émergence des réseaux sociaux. J'ai pris un peu cher en étant plus jeune là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui m'angoissait d'être visible. D'accord. Et c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu, c'est de bloquer tous mes harceleurs. Ouais. Ça a été, en fait, je suis rentrée en France et ça a été vraiment mon premier réflexe. Tac, tac, tac. Tu t'appelles comment, toi, déjà? Mais ouais, je vais te bloquer. Clairement. Et aujourd'hui, ça m'a permis aussi de réussir à avancer sans avoir le regard des autres. Parce que c'est pareil, quand tu commences à partager ça, tu vis ta meilleure vie, tu te prends pour qui, pourquoi tu fais ça, t'as pas honte, celle-ci a fait l'influenceuse, mais tu vas nous vendre du blanchiment dentaire bientôt. Voilà. J'ai eu ce petit genre de réflexion sympathique. Et c'est vrai que, pour moi, quand je me suis lancée, il y a eu aussi une grosse période de doute en mode, est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire? Est-ce que je vais être visible ou pas? Et c'est quelque chose que j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Et en fait, mon compte a grossi. Je suis passée de 11 000 à 15 000, plus de 15 000 à 20 000. Après, moi, mon retour de voyage s'est très mal passé. Je pense que les personnes qui voyagent peuvent se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais j'ai fait une énorme dépression. J'ai mis à peu près 8 mois à me remettre de mon retour de voyage. Ça a été très, très, très violent. Alors, j'ai eu la chance d'avoir du travail et du travail à gogo quand je suis rentrée. Donc, ce qui m'a permis clairement de me noyer dans mon travail. Mais par contre, quand j'ai levé la tête de l'eau en décembre et que, en fait, j'étais à un endroit qui me plaisait pas, avec une personne que j'avais pas vue en fait depuis 6 mois, depuis qu'on était rentrés, en fait, je me suis dit,
qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais Ouais. clairement, c'était vraiment compliqué. Donc en fait, j'ai tout plaqué. J'ai eu besoin de faire un nouveau départ. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidée parce que aujourd'hui, on a tous évolué, Mmh. mais ça m'a vraiment aidée de faire ce nouveau départ-là. Et du coup, pendant 3 mois, je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux parce que j'étais tellement malheureuse Ouais. qu'en fait, de me replonger sur mes photos et mes vidéos de voyage me rendait plus triste qu'autre chose. J'ai mis longtemps à pouvoir aller les revoir et pendant ce temps-là, j'ai écrit un livre, sur, le voyage avec, Nicolas. Ce livre n'est jamais sorti puisque en fait, c'est aussi trop dur, de se remettre là-dedans. Aujourd'hui, c'est plus du tout ma vie, c'est Ouais. plus du tout ce que je partage. Donc, j'ai changé complètement d'univers, j'ai changé de mindset aussi beaucoup. J'ai énormément grandi, j'ai énormément appris sur moi et je pense qu'aujourd'hui, je suis bien là où je suis. Mais tout ça pour dire que l'évolution de mon compte ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ça a mis à peu près, 8 mois où j'ai rien fait, où j'ai rien posté et j'ai repris mon compte en main seulement en avril de l'année dernière. OK. Et là, les choses ont continué à grandir, grossir. Ouais, Tu as un community manager ou c'est toi qui gères? c'est moi qui gère. Ça te prend du temps? Je dirais 4 heures par jour. C'est beaucoup. Ouais, mais en fait, je fais tellement de choses, enfin, c'est petit. Exactement. Ouais, entre 3 et 4 heures par jour, ouais. OK. Alors, petite question, liée aux réseaux sociaux. Toi qui maîtrises un petit peu, le sujet, les routines d'engagement, ça sert ou ça sert pas? Que tout le monde dit: «Faut faire sa routine d'engagement». Ouais, j'avoue qu'au début, ça sert. D'accord. Au début, ça sert. Moi, je le fais plus, Oui. mais j'avoue qu'au début, ça sert. Ça sert à aller te montrer, à avoir plus de visibilité sur ton profil. Ça sert à ce que les personnes viennent voir ton profil. Oui. Et ça t'emporte enfin, pas de l'engagement, mais de l'impact puisque les personnes viennent voir ton profil. Oui. Instagram te dit: «Oh, mais celle-ci, elle a un petit peu plus de visibilité sur son profil, tiens, on va la mettre un peu plus en avant». C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Mais oui, si, ça sert quand même. OK. Il faut avoir le temps de le faire. Il faut le faire rigoureusement. Voilà. Parce que si on le fait 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, autant pas le faire. Oui. Ça n'importe rien. Non. La régularité commence. Oui, Fréquence et régularité. c'est ça et discipline. Et discipline. Parce que clairement, la plupart du temps, quand on parle des réseaux sociaux, on se dit: «Franchement, c'est un truc qui me saoule». Ouais. Mais en attendant, si tu veux communiquer au-delà de ton cercle proche, Oui. pour aller parler à des gens que tu connais pas le choix. Oui. Faut bien élargir le cercle et les réseaux sociaux, deviennent incontournables. Tu automatises beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Rien du tout. Rien du Qu'en tout. automatisme, ça fonctionne. Alors là, on apprend plein de trucs. Je vais noter le fond. Est-ce que, tu aurais un tips sous côté d'Instagram? Un truc qu'on partage pas trop, mais qui fonctionne? Faut que je regarde mon téléphone pour savoir comment ça s'appelle. Ah, OK, cool! Hem, Quand on publie une photo Ouais. ou une vidéo, peu importe, tu as Option. Là, on va apprendre quelque chose. Trop voilà. contente. Quand on publie un post ou un réel ou peu importe, à partir du moment où c'est tout sauf une story, dans la publication, à la fin de ta publication, tu as un truc qui s'appelle plus d'options. Tu vas là, tu as Ouais. plus d'options et à la fin, tu as écrire un texte alternatif. Oui. En fait, le texte alternatif va te permettre d'avoir un meilleur référencement. Par exemple, tu fais une vidéo sur un podcast, Mmh. et tu vas mettre les mots-clés comme podcast, Bretagne, entrepreneuse. OK. Et instinctivement, Instagram va savoir de quoi tu parles. Si tu Mmh. n'as pas une légende qui est bien construite, au moins Instagram peut se mettre en lien avec ce texte alternatif-là et te mettre dans une niche qui va te mettre en avant. Non, mais alors là, on a un truc de fou. Merci, Perrine. Ça fonctionne un peu, exactement comme le SEO, Sur LinkedIn, sur Google, ouais. Google, et cetera. C'est Le le fait même. de mettre un texte alternatif aux images que tu mets, C'est ça. mais Il faut que tout ait un lien, par contre. ah oui, Voilà, au cas où, au cas où. pas mettre un peu n'importe quoi. Ouais. Mais en tout cas, super, merci. Aujourd'hui, tu l'as précisé, tu as complètement changé d'univers, tu as gardé la photo, la vidéo, mais tu travailles autrement parce que tu mets en valeur d'autres choses qui sont essentiellement liées à la Bretagne, au local, et tu es parti plus dans le tourisme. Tu es parti plus vers cette dimension-là, en lien avec la nature que tu as côtoyée suite à ton voyage. Tu as aimé mettre en lumière les choses que tu as vues. Tu te dis: «Mais pourquoi je ferais pas la même chose avec la Bretagne?» Ouais, en fait, complètement. Quand je suis rentrée de voyage, comme je le disais, ça a été dur pour moi de m'en remettre.
Et je me suis dit, mais en fait, j'ai une région qui est incroyable. Et déjà, le premier jour où je suis rentrée, on dormait encore dans le van parce qu'on n'avait pas récupéré notre appartement. Donc, on a vécu un peu dans le van le temps qu'on récupère tout ça, que tout revienne à la norme. Et puis, même de passer d'un 6 mètres carrés à un 90 mètres carrés, ça fait un peu violent. Donc, il a fallu s'adapter aussi, hein, voilà. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller photographier la plage du Loch à Lidl, parce qu'on dormait, en fait, juste au-dessus. Et en fait, j'avais eu vraiment un regard nouveau sur ma région, sur là où je vivais, que en fait, avant, aller me balader sur les plages et faire les mêmes balades avec mes parents, ma mère pourra témoigner si elle écoute ce podcast. Mais en fait, j'en avais ras-le-bol de faire les mêmes balades, alors qu'aujourd'hui, j'adore. Et c'est complètement différent. Ma maman qui me traînait pendant des années à Pont-Aven le dimanche, là, j'ai plaisir à aller à Pont-Aven. Donc voilà, c'est un regard qui est complètement différent sur ma région. Et aujourd'hui, quand je suis rentrée, j'ai découvert plein d'endroits que je connaissais, mais en fait pas vraiment sans connaître. Par exemple, ma première vidéo était une vidéo sur la Villa Margaret à l'Armor Plage, où en fait il y a une formule petit-déj à la Villa Margaret pour 7 € où tu as une boisson chaude, un jus de fruits, des tartines avec de la confiture et tout. Et le cadre est incroyable. Mais moi, cet endroit-là, je l'utilisais uniquement pour aller boire des bières et manger des flammekuche le soir, quoi. Ok. Et c'est vrai que ce titre-là, peu de personnes le connaissent. Et je me suis dit, si moi je le connais pas, je pense que d'autres personnes le connaissent pas et aimeraient être au courant. Donc ma première vidéo, c'était ça, qui a pris un ampleur fou. Et après, j'ai continué à partager mes bonnes adresses et mes petits tips sur la Bretagne. Et puis c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est comme ça que tu as créé la carte interactive aussi. Alors, la carte interactive, je l'avais déjà depuis plusieurs années de fait. Et c'est pendant mon voyage ou quand j'étais en Norvège, quand il faisait très froid et pas beau, il y a des jours où le télétravail était quand même pas mal. Et donc, moi, j'ai énormément bossé pendant mon voyage. Tous les matins, je travaillais et tous les après-midi, je faisais du loisir, je me baladais. Et donc, j'avais quand même un rythme de travail assez soutenu où je développais quand même plein de projets. Je savais pas lequel allait marcher, mais au moins, j'en avais plein. Et c'est déjà ça. C'est déjà ça. Aujourd'hui, ils sont tous réalisés, mais voilà, moi, il y en a eu plusieurs. Et cette carte interactive-là a été créée à ce moment-là avec toutes les petits mots sur chaque adresse de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Et c'est là qu'en fait, je l'ai créée, mais à la base, elle devait être payante, cette carte. Elle devait être payante et en fait, tout le monde m'a dit de mon entourage, non mais moi, je mettrai jamais ce prix-là. Tout le monde connaît la Bretagne, ça sert à rien. Ta carte, personne va la télécharger puisque voilà, c'est autour de chez nous, on connaît, pas besoin d'une carte pour faire ça. Et en fait, la carte, je l'ai sortie seulement 1 an et demi après avoir eu toute cette vague de remarques là où on me dit non, ça sert à rien, etc. Je l'ai sortie, j'étais dans le train pour partir à Tokyo et le 5 juin l'année dernière. Et en fait, j'étais dans le train, arrivée à Paris, donc 3h30 après, et j'avais une quantité de commentaires, mais c'était impressionnant. Et en fait, quantité d'abonnements, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, en 10 jours, j'ai pris 20 000 abonnés. Ok. Ça a été fulgurant. Oui. Donc, le temps que je sois à Tokyo, j'avais le décalage horaire et en même temps, j'avais tout ça qui se passait. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'ouvrais mon compte et tout était saturé, toutes les notifications étaient au max à chaque fois. Et j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là que ma carte, elle a super bien marché. Aujourd'hui, elle fait plus de 68 000 téléchargements. J'ai plus de 6 000 personnes qui vont dessus chaque jour. Et j'ai 1,8 million qui l'ont vu et qui l'utilisent. Ok. Bon, là, on sent la chef d'entreprise qui connaît ses KPI. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même hyper intéressant. Ça a une énorme portée. Et elle est gratuite. Alors, j'aurais bien aimé la mettre à 1 €, hein, franchement, on va pas se mentir. Hein. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle sert et c'était vraiment ça mon objectif, que les personnes comme moi veulent en fait se reconnecter à la Bretagne et veulent la connaître en fait mieux, tout simplement. Ouais. Le but n'était pas de faire de l'argent là-dessus. C'était vraiment pour aider tout le monde et puis voilà, partager mes bonnes adresses et ça se passe très bien comme ça. Aujourd'hui, on te contacte grâce à cette notoriété pour mettre en avant des marques, etc. Comment tu fais ton choix? Alors moi, mes collaborations, je les distingue en 3 phases. Je les choisis, je les sélectionne en 3 phases. Soit une collaboration qui va m'apporter de la visibilité. Ouais. Soit une collaboration qui va m'apporter un plaisir personnel. Soit une collaboration qui est financièrement qui est rémunérée. D'accord. Voilà. Donc ça se base sur 3 critères-là. À partir du moment où la marque
le lieu ou le thème n'a aucun rapport avec ces 3 critères, je refuse. Et après, pour les collaborations qui sont rémunérées, parce que voilà, on peut se dire l'appât du gain, on accepte tout. Oui. Non, je n'accepte pas tout et je sélectionne les marques ou les lieux en fonction de leur réputation, beaucoup, en fonction de leur compte Instagram aussi. Ok. J'inspecte comment ils utilisent leur compte, comment ils communiquent avec leur audience et du coup, en lien avec mes valeurs. Ok. Donc tout ce qui va être tourné vers l'écologie, tourné vers le bien-être, la nature, tout ça. Le fait d'être davantage visible, reconnu, connu, parce que là, avec autant d'abonnés, il y a peut-être des chances qu'on te croise dans la rue, on dit toi, je te connais. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Alors, en moi, ça n'a rien changé parce que je veux rester accessible, je veux rester disponible, je veux rester, accessible aux personnes qui me connaissent et qui me soutiennent tous les jours sur mon compte Instagram. Là-dessus, je veux vraiment faire un point d'honneur là-dessus. Je ne changerai pas. Je vais pas prendre la grosse tête parce que j'ai 70 000 abonnés. Clairement, j'en ai rien à faire. C'est pas ça qui fait que la personne que je suis. Donc, par contre, ça a changé beaucoup de choses sur le regard des autres sur moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu fait mal au cœur au début parce que je suis devenue pour beaucoup de personnes inaccessible justement. Parce que, on se doute que je vais jamais répondre aux messages alors que je réponds à tout le monde. On se doute que, si on me reconnaît dans la rue, ça sert à rien de venir me dire bonjour parce que voilà. Mais en fait, le problème, c'est que les personnes qui me reconnaissent, je les vois. Parce que elles me regarder, elles me sourient, elles savent pas trop comment se comporter. Mais je suis vraiment une personne normale et ça me fait mal au cœur, en fait, que les filles, elles se disent, ah, mais j'ai pas osé venir te voir, je t'ai vu, t'étais juste à côté de moi dans le café, mais j'ai pas osé te déranger. Mais viens me dire bonjour, tu vois, ça coûte rien. Et ça me fait trop plaisir. Enfin, ça me gêne pas. Il y a aucun problème avec ça. Et voilà, je préfère autant qu'on me le dise plutôt qu'on me chuchote et qu'on me dise, enfin, voilà, c'est toujours comme ça. Mais après, je pense que beaucoup de personnes aussi n'osent pas venir me déranger. Ouais. Mais je préfère autant parce que je reste une humaine. À partir du moment où je pense qu'on pointe quelqu'un du doigt et qu'on la regarde, c'est un peu bizarre. Oui. Donc, je préfère autant qu'on me dise bonjour. Et en même temps, le fait de dire bonjour, ça te permet, toi, de continuer à être soutenu dans ce que tu fais. C'est de la reconnaissance directe, en fait, que tu fais. Ça plaît, c'est vieux. Ouais. Donc, continuer. C'est ça, mais c'est même pas ça que je recherche. En fait, je recherche vraiment ce que vient me dire bonjour parce que, c'est peut-être parfois des personnes qui me parlent tous les jours, mais j'en sais trop rien. C'est des personnes qui like tous mes posts, mais j'en sais trop rien. Je parle avec tout le monde, j'interagis avec tout le monde. Mais derrière, si tu viens pas me dire, c'est moi qui ai commenté ci, ouais, c'est moi, on a parlé ça l'autre jour. Mais j'ai trop plaisir à faire ça, même si une abonnée derrière m'envoie un message, elle me dit, écoute, j'ai trop besoin d'un conseil, viens, on va se boire un café. Mais carrément, je suis la première. Ou viens, on va faire du long scout, ou viens, on fait une interview. Mais ouais, comme ça. Exactement comme ça. Je t'ai envoyé un message, t'as répondu, je fais, oh. Bah oui. De l'autre côté, qui ne tente rien, n'a rien. Je dis, pourquoi pas? Mais oui, mais il faut, voilà. Donc, non, c'est cool. Aujourd'hui, je pense que j'ai rien à changer et je reste accessible et je vais pas prendre la grosse tête, quoi. Ça sert à rien. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Tu bosses toute seule ou t'as une petite équipe avec toi? Aujourd'hui, j'ai une petite équipe avec moi. Qui bosse sur quoi? Le montage ou... Non. Je me suis entourée, alors moi, à titre perso, je ne délègue rien. Je veux pas. Je veux pas. C'est encore mon bébé. Et j'ai du mal à déléguer. Par contre, j'ai délégué cette année plus sur la partie community manager où j'ai rencontré une fille qui s'appelle Perrine. Et Perrine bossent ensemble. Voilà, c'est très pratique pour les clients. En fait, c'est ça. Elle s'appelle Perrine, elle a 26 ans, elle vient de Guidel, tout pareil. Voilà. On est synchro. Et on travaille ensemble pour aider les clients en fait à avoir une présence sur les réseaux sociaux plus impactante et plus évoluée. Parce que moi, à côté de ça, je fais aussi de la formation pour les pros, pour avoir une présence en ligne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la formation est aussi limitée puisqu'il faut que derrière le professionnel, une fois qu'il est formé, il faut qu'il prenne le temps et qu'il ait le temps disponible pour avoir toute cette stratégie-là. Donc, on a la possibilité d'accompagner les pros aussi là-dessus. Et aussi en lien avec le voyage, j'ai recruté quelqu'un, je me suis associée avec quelqu'un qui fait des voyages tout organisés. Donc en fait, moi j'avais beaucoup de demandes de clients pour organiser leur voyage, de donner les meilleurs endroits. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps de le faire à titre perso, ça demande du temps, de l'investissement.
pour moi, ça doit être rentabilisé. Aujourd'hui, désolée, je parle comme ça, mais j'ai pas le temps de faire grand-chose. Tout le temps que j'ai, je préfère l'avoir pour moi. Ouais. Et donc, j'ai délégué plein de choses à ce niveau-là. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui me contacte parce qu'il veut partir en Thaïlande pendant 3 semaines, et j'ai quelqu'un qui le fait très bien. Elle s'appelle Julie, elle bosse super bien et puis voilà, elle est prête aussi à accompagner toutes les personnes ont besoin d'organiser leur voyage en fait pour eux. Ah super, c'est un bon, j'allais dire un bon contact, Ouais. une bonne référence au cas où. Non, ça peut être super intéressant. Bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. J'ai 3 petites questions. Si tu avais un message à faire passer aux femmes qui entreprennent ici en Bretagne, tu leur dirais quoi? Oser l'âge gain, bien, clairement, je valide. Quelle serait ta définition de l'entrepreneuriat féminin? Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est du soutien, c'est de l'entraide. Ouais, du soutien et de l'entraide. Ouais. Et de la bienveillance. Oui. Je pense que ça résume assez bien ce que chacune vient chercher dans les réseaux, voilà, en connectant avec d'autres femmes qui entreprennent. Je pense que ça résume assez bien ce que tu as dit. Bravo. Et la dernière qui est peut-être un peu compliquée pour toi, quoique j'ai peut-être une idée en fonction depuis qu'on en parle de tout à l'heure. Donne-moi un lieu où tu aimes aller te ressourcer ici en Bretagne. Moi, j'ai 2 lieux. J'ai soit la petite digue qu'il y a sur la plage du Loch, à gauche de la plage du Loch quand on va vers Plumeur, ou soit le port de Douélan. C'est mes 2 endroits que j'aime bien aller. C'est simple, à partir du moment où j'ai besoin d'aller me ressourcer, tu me trouves forcément sur un sentier côtier au bord de la mer. Ok, ça c'est Voilà. super. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup Perrine d'avoir partagé ton parcours, ton expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!